Et ben voilà, on va parler de... Alors, tu sais que je sors d'un call d'une préparation de podcast avec un général qui va être le directeur de l'école de guerre, en l'occurrence. Donc, on est dans des univers, on parlait pas mal de cyber et de choses comme ça. Toi, c'est un truc que tu as lancé, salut Jules Vera, pardon. Bonjour Mathieu. Que tu as lancé quoi, en 2021, Stoïque ? Début 2021. Début 2021, ok. Donc la cyber, c'était pas encore complètement à la mode. On en parlait un peu quand même. Tu avais eu le Covid quand même, Ouais, qui ouais. commence à faire frémir avec toutes les connexions à distance, où on se dit, en fait, tout le monde on devient tout d'un coup beaucoup plus vulnérable. Mais il n'y avait pas eu la vague de cyberattaques qu'il y a eu, notamment en 2021, même si ça avait commencé en 2020. Mais toi, tu as un peu choisi d'adresser une face nord, je sais pas si on peut dire ça, mais en fait, l'assurance, c'est quand même un gros délire. Tu vas m'expliquer comment ça fonctionne derrière, parce que moi, j'ai eu, que tu dois peut-être connaître de près de loin, mais le fondateur de Riot, je sais pas comment on le dit, bon, sur lequel, en fait, je trouve ça vraiment super, d'ailleurs. Peut-être que vous bossez avec eux. On ne travaille pas avec eux, mais on s'apprécie. Je recommande souvent Benjamin, que je salue, évidemment. Et qu'on adore. Nous, on a fait... En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est... En tout cas, c'était à l'origine, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais finalement assez low-tech. Enfin, c'était des pages sur lesquelles tu allais rentrer des trucs et puis tu disais, bah, toi, tu n'aurais pas dû rentrer tes trucs dans ces pages-là, tu vois. Mais en revanche, très efficace. C'est-à-dire que nous, on a pu sensibiliser des centaines de collaborateurs là-dessus qui faisaient n'importe quoi. Enfin, quand tu te rends compte que tu es dans une agence digitale avec quand même des gens censés être super câblés et que tu arrivais à en gros 17% versus 12% versus 17% normalement, et des gens qui finissaient de la boîte par te balancer du mot de passe sur des landings toutes pourries, tu te dis waouh. Mais en fait, ça nous arrive à tous. C'est un peu ça le constat de base, quoi. Ouais, et donc pour la face nord dont tu parles, moi j'ai 2 points de départ importants et auxquels on se tient pour Stoïque, c'est de se dire, je m'adresse aux PME. Mon sujet, c'est le risque cyber des PME. Je m'adresse aux PME parce que c'est le maillon de la chaîne en France, en Europe, qui se fait attaquer, mais qui n'est pas sensibilisé et qui n'est pas protégé contre ce risque. Parce que la plupart des boîtes, comme Riot d'ailleurs, se rendent compte que le coût d'acquisition pour aller chercher des PME, il est assez fort pour des budgets qui sont assez faibles, et donc ils se concentrent sur des entreprises d'une certaine taille. Et donc, de manière purement pragmatique, les PME se retrouvent délaissées. Or, c'est... l'essentiel de notre tissu économique, quoi. Donc mon premier point, c'est de se dire, parce que j'ai vu plein de PME mourir, on a tous vu des dirigeants de PME qui doivent mettre la clé sous la porte à cause d'une cyberattaque. Et le deuxième, c'est de te dire, si tu t'adresses à une PME, tu peux pas ne prendre qu'une verticale du risque. Tu vois, ce que fait Riot, c'est génial pour le sensibiliser au risque humain, qui est un des leviers d'entrée dans un système informatique, c'est d'exploiter une faille humaine, donc ton collaborateur qui rentre ses mots de passe, etc. Alors qu'en fait, il y a d'autres sources d'entrée dans un système informatique, plus techniques, et puis il y a d'autres choses à faire si tu veux protéger une entreprise que de sensibiliser le risque humain. Et donc notre idée, c'est de faire le tour de ce risque, et c'est là que vient l'assurance. Ce qui est beau dans l'assurance, qui était un monde que je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert en faisant Stoïque, mais ce qui m'a plu philosophiquement, c'est qu'à partir du moment où tu assures une entreprise, tu as aligné les intérêts avec elle. Son risque, c'est ton risque. Oui, t'as pas intérêt à ce qu'elle se va bananer, quoi. Voilà, moi j'assure OVNI, j'assure Orso Media. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment intérêt que vous alliez bien. Et du coup, tout ce que je vais pouvoir te mettre en plus pour t'aider à te protéger, je vais le faire dans ton intérêt, mais je vais le faire aussi dans mon intérêt, parce que c'est comme ça que je gagne de l'argent quand je fais de l'assurance, en faisant en sorte que les entreprises que j'assure soient le moins attaquées possible. Et donc ça te permet de faire le tour. C'est vraiment la relation qu'on a. Tiens, je peux en profiter parce que j'essaie toujours d'être transparent sur ce podcast, comme sur tous mes podcasts. Mais donc tu es notre assureur chez OVNI, chez Orso aussi. Pas encore. Moi, ça va venir. J'ai la chance de ne plus connaître tous mes clients. Mais je suis pas sûr encore. Moi, je suis sur ma boîte. Je sais que c'est pas le cas, mais qu'il faudrait peut-être que j'y pense. Les assurances, c'est toujours ça. Tu y penses quand ça t'arrive, mais il y a des moments tu laisses un peu de côté. Et d'ailleurs, ça fait vraiment partie des choses. Je voudrais qu'on fasse le tour de tout ce que tu m'as dit là. Mais avant de rentrer là-dedans, juste pour poser le débat, et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Stoïque, donc avec un K à la fin, .com, c'est 3 levées déjà, donc seed, série A, série B, on est déjà là. Ouais. On est combien au total ? On est 120 dans l'entreprise. Ok, j'ai vu série B, 25 millions ou en tout, on a levé 50 millions d'euros depuis le début de Stoïque. En 4 ans.
En 4 ans, ouais. Chaud. Et la dernière était il y a 1 an. Donc on s'est créé sur cette idée de faire de l'assurance contre les cyberattaques pour les PME, combinée avec des logiciels de cybersécurité qu'on crée en interne et qui nous permettent de réduire le risque de nos assurés et donc nous d'assurer des entreprises qui se font moins attaquer. Donc c'est vraiment tech. Dans l'approche, je me dis pourquoi lever 50 millions on est, pour le coup, tu parlais de Riot tout à l'heure, enfin nous, plus de la moitié de mes équipes, c'est des développeurs et dont beaucoup avec un background en cybersécurité parce qu'on a besoin de comprendre en profondeur comment gérer le risque cyber en grand volume pour des... Tu vois, on a 10 000 assurés aujourd'hui chez Stoic, donc 10 000 PME qui sont des boîtes qui font, je sais pas, entre 10 et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait des grands volumes d'entreprises. C'est ton addressable market, c'est 10 millions, 1 milliard? Ça, c'est l'essentiel. Sur le 1 à 10, tu fais pas? Si, j'en ai. La vérité, c'est que... Enfin, j'en ai même un certain nombre, mais la vérité, c'est que les entreprises commencent à s'assurer à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Je dis 10, c'est peut-être exagéré. Quand tu commences à avoir 2-3 millions de chiffre d'affaires, c'est là que tu commences à te dire c'est indispensable d'avoir un secours si je me fais attaquer, un secours à la fois humain pour gérer la crise et financier. Voilà. Et donc, tu arrives à automatiser ça, c'est-à-dire que je peux m'inscrire sur Stoic là, et puis après, je vais être embarqué dans un flot de souscription non, mais ou au moins, mais, je sais pas, ça va se brancher sur mon Gmail qui va faire que derrière, ça va déployer des choses partout, ou c'est quand même plus compliqué que ça? Alors, deuxième beauté de l'assurance, et ce pourquoi je te disais, en fait, toutes les boîtes de cybersécurité ont du mal à adresser les PME. Mais c'est pas que la cybersécurité, c'est très dur pour une entreprise, une start-up d'adresser des PME. Ces petites entreprises, on a aussi beaucoup d'entreprises qui font 2-3 millions, qui sont des fabricants de trompettes en Vendée. C'est dur de les adresser parce que c'est des coûts qui sont assez faibles, l'assurance ça coûte pas très cher, et aller les chercher c'est dur. Et la beauté de l'assurance, c'est qu'il y a des réseaux intermédiaires pour distribuer, et donc Stoic ne vend jamais en direct à un client. D'accord. Moi, j'ai jamais parlé à OVNI. Je sais pas qui sont les dirigeants ou indirectement par ce podcast, mais ils ont un courtier qui leur a dit je vous recommande d'acheter Stoic. Donc c'est le courtier AXA qui balance du Stoic en même temps ou c'est Alors je dois pas le dire, mais ils le font un peu. Normalement, les courtiers AXA, les agents AXA, ils sont exclusifs. Ils sont exclusifs et ils ont le droit à des marges de manœuvre, mais bon, essentiellement ils vendent du AXA. C'est essentiellement des courtiers généralistes. C'est le gros du courtage. C'est des courtiers qui ont pour mission de comparer les offres d'assurance sur le marché et de recommander la meilleure à leurs clients. Et donc ton courtier, pour comprendre, tu lui vends une assurance, ça coûte quoi? Ça commence à quoi? C'est quoi Stoic? Comment ça se passe? C'est comme dans l'assurance quand tu veux t'assurer sur tes voitures. Ça dépend de pas mal de paramètres, de ton âge, de ta voiture, du nombre de kilomètres, etc. Sauf que pour nous, on va scanner le système informatique de l'entreprise, demander évidemment le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, et sur cette base, le courtier, sur sa plateforme, il va avoir un prix, il va se dire je vais présenter ce devis à mon client. Et donc ça vaut entre 50 et pour les plus grosses 10 000 euros par mois, quoi. Entre 50 euros et 10 000 euros par mois. Ok. Et est-ce que on peut faire un ratio par rapport au chiffre d'affaires Si tu veux, tu vois, 90% de mes assurés font moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Ils payent en moyenne 3 500 euros par an. Donc 300 euros par mois. 300 euros par mois. Et ensuite, mois. entre 50 millions et 1 milliard, qui est un peu mon cap, c'est plutôt à 25 000 euros par an, donc 2 000 euros par mois. Ok, donc c'est pas... c'est pas pharaonique comme budget. C'est pas pharaonique sur des boîtes qui font, tu me dis, 10 à 50 millions. Oui, enfin, le jeu en vaut la chandelle. La question que je me pose, c'est que si j'appelle demain mon assureur tradi, il va me dire non, mais vous êtes assuré, non? Non, les courtiers, donc tu dis mon assureur, mais c'est le courtier que tu vas appeler. Les courtiers commencent à être sensibilisés sur le fait que la couverture cyber n'est incluse dans aucun autre contrat d'assurance. Souvent, tu dis, j'ai une RC Pro que tu es souvent obligé d'avoir pour certaines professions. Ma RC Pro, elle doit bien me couvrir. Et en fait, c'est des événements qui sont tellement différents et les assureurs sont tellement frileux à l'idée de couvrir ce risque cyber qui peut leur coûter très cher, parce que ça coûte très cher d'indemniser une entreprise qui s'est fait cyberattaquer, que c'est vraiment des contrats séparés. Et c'est le fruit de l'éducation qu'on a faite aussi, mais que tous les assureurs font sur le marché, de bien répéter aux courtiers, attention, le contrat cyber est un contrat très différent de tous les autres contrats que vos clients ont. Et en effet, alors du coup c'est exclu, c'est-à-dire que c'est nommément exclu souvent des contrats, tu vas dire le risque cyber et les... Ouais, exactement. Ok. Donc ça couvre quoi? Tu me disais tout à l'heure, on pourrait faire un tour, mais donc il y a le fait des failles sécurité. Ça t'est déjà arrivé toi de rentrer ton mot de passe dans un truc ou un truc de me faire avoir par du phishing, tu veux dire?
En tout cas, mes équipes cyber checkent continuellement si quelqu'un de chez Stoic a fait l'objet d'une fuite de données dans le passé, et ça n'est pas le cas. Donc, en tout cas, pas depuis le début de Stoic. Dans le passé, peut-être. Écoute, le fun fact, c'est que moi, j'étais, je pense assez fièrement. En dehors de ça, alors j'utilisais des trucs comme Dashlane ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est un peu. Vous devez avoir des outils comme ça, d'ailleurs, vous en proposez. Bien sûr, on est consommateur, client. Et donc, je voyais que j'étais plutôt assez bon généralement. Et là, récemment, je m'en suis rendu compte en l'ayant fait. C'était qu'à un moment, j'ai reçu un email d'Orange ou un truc comme ça. J'ai rentré mon mot de passe. Je sais pas, en plus, j'étais avec quelqu'un et j'ai compris j'ai vu que Dashlane m'avait pas demandé, mais c'était pas mis sur le truc. Et après, je me suis dit, attends, mais je viens de rentrer mon mot de passe. Je suis revenu en arrière, je suis revenu sur la page. J'ai vu l'adresse de la page, je me suis dit, donc j'ai dû tout changer, etc. Et en fait, ça m'a fait quand même me dire que, comme quoi c'est possible. Même si moi qui suis un peu parano et tout, averti, je me suis dit, c'est possible. Récemment, on commence à faire du M&A. On a acheté une première entreprise récemment. Et donc, je commence à regarder des technologies en cybersécurité qu'on pourrait intégrer à ce qu'on fait pour les proposer aux PME. Et je reçois un dossier d'une petite entreprise cyber qui avait développé cette technologie. J'envoie à mes équipes cyber. Donc, j'ai toute une équipe, on y reviendra peut-être, qui fait de l'investigation numérique, donc qui fait ça. Et je leur dis, vous pensez quoi de cette entreprise ? Et il y en a un qui me répond, je sais pas, mais en tout cas, je pense que je connais la date de naissance de sa fille, parce que j'ai son adresse mail avec une date de naissance qui ressemble. Et donc, j'appelle le banquier d'affaires, le dossier ne nous intéressait pas. Et je lui dis, je pense que le dirigeant, il faudrait qu'il fasse gaffe aussi à ces données, parce qu'on avait accès à des bases de données d'info-stealers, de fuites de données passées, avec la possibilité de se connecter à son système informatique, quoi. Incroyable. Donc si on fait le tour, qu'est-ce que vous devez couvrir là-dessus ? Parce que donc l'un des fondamentaux que vous avez, c'est que tu dis pas à quelqu'un, bon, je t'assure, vas-y, c'est cool, démerde-toi, c'est bon, signe là et c'est fini. Non, tu dis je t'assure, mais en revanche tu dois un petit peu. Ça, c'est comme toutes les assurances, hein. Tu peux pas souscrire une assurance habitation, on est obligé de te dire faut que tu aies un détecteur de fumée ou que tu fermes ta porte à double tour, sinon tu te fais pas attaquer. Nous, on met quelques prérequis, mais qui sont en fait assez light. Et la couverture en elle-même, en gros, ça couvre 4 événements. Une assurance cyber, c'est ce que les courtiers rappellent à leurs clients quand ils font bien leur travail. La première, et c'est le principal, c'est l'assistance 24/7. C'est-à-dire, demain, tu te rends compte qu'il y a un truc bizarre sur ton ordinateur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu as une équipe qui, dans les 30 secondes, décroche son téléphone et intervient pour t'aider. Okay. Donc ça s'appelle de l'investigation numérique. Donc francophone, cette équipe ? Alors nous, on est dans 6 pays, dans 4 langues maintenant, Allemagne, Autriche, Espagne et en Belgique flamande. Donc j'ai des équipes qui décrochent dans toutes les langues. Et c'est des profils, c'est pas des profils juniors, hein, c'est les profils quasiment les plus chers de ma boîte, quoi, parce que c'est des gens qui ont fait 15 ans d'investigation numérique. Et juste techniquement, ils sont chez eux quand même, et ils ont la nuit, si j'appelle à 3h du matin un samedi, ils sont pas d'astreinte au bureau aussi ? Non, ils sont d'astreinte sur un numéro d'urgence avec le portable qui reste allumé, mais bon, ils savent qu'ils ils font pas de soirée le samedi soir, quoi. Ouais, d'accord, ils peuvent dormir, mais ils font pas de soirée. Ouais, et ça nous alors, le fait d'avoir créé cette équipe chez nous, c'est un peu un de nos différenciants. On est les seuls en Europe à avoir fait ça, parce que tout le monde externalise en général cette prestation. Mais pour nous, ça a une valeur très forte, parce que, et c'est un point important, le coût du sinistre, donc combien vont coûter les 3 autres garanties que je vais te dire après, dépend énormément de la vélocité à laquelle tu interviens quand la cyberattaque arrive. C'est-à-dire, si c'est comme si tu as un feu, la vitesse à laquelle les pompiers arrivent va faire que les dommages vont être plus ou moins grands. Et en cyber, c'est encore plus vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on a internalisé cette équipe pour se dire, il faut que les gens soient forts et que vite, ils aident l'entreprise à repartir. Ouais, de toute façon, tous les événements un peu exogènes, on parle d'enlèvement, les trucs alerte enlèvement, dès qu'il y a en fait, la rapidité change tout. Et c'est une sorte d'entonnoir très rapide, quoi, de la propagation derrière. Okay. Parce que je te fais du coup rapidement les 3 autres garanties que ça couvre. Le premier, c'est l'interruption de l'activité de l'entreprise. C'est ce qui peut coûter le plus cher. Dedans, on met le paiement de la rançon, qui sont des choses qu'on couvre aussi. Mais donc, si tu es une entreprise de manufacture, enfin industrielle, que tu as une chaîne de production qui tourne, comme ça nous arrive sur plein de clients, la cyberattaque te bloque tout, et à la minute 1, tu perds du business. Si tu es un site de e-commerce, tu as les soldes en ligne, à la minute 1, tu perds du business. Et ça, l'assureur va couvrir à l'issue de la cyberattaque tout le montant que tu as perdu. Donc tu vois, pour reprendre ce que je te disais avant, on a eu un grand site de e-commerce français, veille de solde, enfin jour de solde,
Le vendredi soir... Client, ouais. Oui. Vendredi soir, 18h, ils nous appellent, hop, on s'est pris une cyberattaque, tu vas sur le site, tu te dis, ah bah oui, en effet, et ils nous disent, bon les gars, en revanche, on fait 400 000 euros de marge brute par jour. Donc nous, on doit indemniser 400 000 euros de marge brute par jour d'interruption du système. Dans le contrat d'assurance, tu as 12 heures de franchise, donc les 12 premières heures, tu les couvres pas. Autant te dire que c'était un vendredi, si Vendredi, le lendemain t'as ton 18 mariage, tu l'annules. En fait, c'était vendredi 18h, le samedi 6h, fallait que ce soit reparti. Quoi. Ouais. Et moi, alors c'est pas moi qui gère cette équipe, je suis pas le plus technique de la bande. Je me suis réveillé le samedi matin, j'ai regardé leur site, j'ai actualisé, j'ai vu, mais ils ont bossé jusqu'à 4h du mat pour le faire repartir, parce qu'on avait un intérêt très très fort à ce que le client aille bien, pour qu'on n'ait pas indemnisé derrière la perte. Quoi. Juste pour comprendre, cette perte, c'est vous qui l'indemnisez vraiment? Ouais, c'est la même distinction, si tu veux, que les néobanques, il y a un peu ce sujet. Non, nous, on n'est pas assureur dans le sens où c'est pas nos fonds propres qui sont en jeu. C'était le premier défi quand on a créé Stoic, c'est de créer un produit d'assurance qu'on a créé nous de toutes pièces. On dit, on veut assurer tel type d'entreprise dans telles conditions, et d'aller voir des assureurs et de dire, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est un deal où c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui choisissons les entreprises, le prix, c'est nous qui gérons les sinistres, mais c'est vous qui payez s'il y a un problème. Voilà, ce qui est un deal pas simple à faire avaler au début quand tu arrives avec ma petite tête qui connaissait pas le monde de l'assurance, mais qu'on a réussi à faire en trouvant des partenaires forts. Et le premier, c'est Swiss Re, qui est le deuxième plus gros réassureur du monde, qui nous a suivis. Et puis ensuite, on a eu d'autres partenaires qui nous ont suivis. Mais tu vois, aujourd'hui, on a, je te disais, 10 000, un peu plus de 10 000 assurés. On leur offre en moyenne une couverture jusqu'à 1,5 million. Donc, tu vois, on couvre leurs frais jusqu'à 1,5 million de pertes en moyenne. Ça veut dire que tu as 15 milliards de pertes potentielles. C'est-à-dire que les assureurs derrière moi, sur leur balance sheet, ils ont 15 milliards de risques qu'ils ont pris à cause de Stoic ou avec Stoic et sur lequel on a intérêt à leur apporter un business rentable. Ok. On reprend alors tu m'as parlé de Je te fais les deux autres rapidement. Donc, premier, c'est l'assistance. Deuxième, c'est les dommages subis par l'assuré, les pertes, etc. Le troisième, c'est les conséquences c'est les dommages causés à un tiers. Par exemple, on a des clients, récemment, on a eu un gros ransomware sur un client financier allemand, qui avait comme une institution financière qui avait comme client tous les riches allemands. Et donc, ils avaient de la donnée très sensible. Et donc, l'attaquant bloque le système de cette entreprise et nous dit « j'ai la donnée entre les mains et je sais qu'elle vaut de l'or ». Si cette donnée fuite, les clients riches vont voir toutes leurs données fuiter, vont attaquer notre client, et derrière, le client va devoir se défendre, et ça, c'est pris en charge par l'assurance. Donc ça, c'est les dommages causés à un tiers, notamment en cas de fuite de données, ou en cas de transmission de virus. Je me fais attaquer, l'attaquant part de mon système pour aller chez Thales ou chez un partenaire avec lequel je suis interconnecté, j'ai ma responsabilité qui est en jeu. Okay. Et quatrième, j'ai fini, la fraude, qui arrive énormément. C'est en fréquence ce qu'on voit le plus chez nos assurés, pour des petits montants souvent, mais mon comptable s'est fait avoir et sur un changement de RIB, quelqu'un s'était introduit dans le système informatique, avait récupéré des informations et lui a envoyé un mail pour lui dire tiens, le virement de 20 000 balles, tu peux le faire sur ce compte. Il fait le virement, cyberfraude. Et évidemment, heureusement, t'es content d'avoir une assurance dans ce cas-là. Affreux, ouais. Alors là, le RIB, là, quand tu te fais... Moi, j'ai vu des tentatives, tu les vois, tu dis... Je sais plus comment on l'avait spoté, c'était avec mon associé qui est mon frère aussi. Mais tu te dis, ça aurait pu passer, ouais. C'est vraiment très, très, très chaud. Ce qui est chaud, surtout, c'est que... Enfin, tu le vois, on en parlait un peu tout à l'heure, je te disais mon exemple, mais même ma femme, moi, sur un truc bancaire, elle, tu vois, elle bosse chez LinkedIn, elle, pareil, dans l'assurance, enfin, elle est pas complètement teubée, tu vois. Et au téléphone, elle a eu un conseiller, mais qui parlait, mais en fait... Et je lui dis, t'aurais presque dû t'en méfier, parce qu'en fait, les conseillers des vraies banques, ils parlent pas aussi bien, en fait. Et elle me dit, en fait, il était genre vraiment quelqu'un d'hyper éduqué, de machin, hyper rassurant, je comprends, machin, etc., qui lui demandait des codes. À un moment, il s'est dit, mais il me demande des codes, je dois pas lui donner en ligne, etc. Elle dit, attendez, est-ce que je peux vous rappeler? Parce qu'il y a un des réflexes qu'il faut avoir, normalement. Et non. Puis là, elle s'est dit, attends, mais elle me dit, j'étais vraiment à ça de céder, quoi. Donc, il y a en plus des gens, c'est quoi? Là, ce qu'on nous a dit après, c'est qu'il y a des anciens d'entreprise. De temps en temps, tu as carrément des gens dans les boîtes qui se font payer, qui font des... Enfin, il y a des énormes trucs comme ça. Alors, il y a de la fraude interne. C'est un risque qui existe. Après, c'est vrai que derrière une cyberattaque, tu as toujours des gens, et on en parle beaucoup parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui est un moyen de
commencer une cyberattaque beaucoup plus facile. Mais derrière l'intelligence artificielle, il faut toujours quelqu'un qui est doué. Et c'est un peu, heureusement, la ressource limitante aujourd'hui sur les cyberattaques qu'on voit, c'est que derrière une cyberattaque d'ampleur, il faut des gens qui savent comment ça marche et qui sont formés, quoi. Mais après, il y a des vrais centres de formation, alors sur la partie technique, moins sur la partie vocale, mais il y a des vrais centres de formation en Europe de l'Est, énormément, de gens, c'est des entreprises qui développent des logiciels pour aider à faire des cyberattaques en grand volume, et c'est ce qui permet de démocratiser la cyberattaque. Tu peux te faire former tout en Europe de l'Est. Mais en effet, si tu rajoutes le combo... je pense, parce que peut-être la limite pour des... Justement, on pense beaucoup aux Russes, aux Asiatiques ou à des gens comme ça, c'est quand même le langage, quoi. Donc si tu rajoutes des gens bien câblés qui parlent bien, ça doit... Ouais, la plupart des cyberattaques encore, et même les fraudes, passent à la fin par de l'écrit. Il y a toujours du mail dans la liste qui est plus facile si tu veux adapter le langage. Ou les vraies cyberattaques d'ampleur qui coûtent cher, c'est quelqu'un qui arrive à rentrer dans ton système informatique, c'est ce qu'on appelle le ransomware, qui arrive à rentrer dans le système informatique, à bloquer l'accès à toutes les données, et il te dit il va falloir me payer une rançon si tu veux retrouver l'accès à ton système informatique. Et là-dessus, l'IA change tout. Alors déjà sur la partie, j'imagine, écrite, t'en parles, mais le LLM, enfin je veux dire, avant t'avais quand même toujours ces trucs mal écrits, mal gaulés, tu disais non, c'est bon, on me prend pas pour un con, tu vois. J'imagine que là maintenant, sur cette partie-là, ça change tout. Ça change tout aussi sur, je sais pas, des recherches de données, des probabilités de mots de passe, des choses comme ça. Ouais, ça fait un moment que aller chercher, tenter des mots de passe en faisant du brute force, en testant plein de combinaisons et les plus probables sur une personne, ça devient de plus en plus facile de deviner un mot de passe. Et donc c'est pour ça que les mots de passe complexes que Dashlane aide à faire sont absolument nécessaires, quoi. Mais encore une fois, même si l'intelligence artificielle aide la première couche de la cyberattaque, pour qu'elle fasse vraiment mal à l'entreprise, tu vois, souvent l'attaquant, sa première mission, c'est rentrer dans le système. Rentrer dans le système, ça veut dire j'arrive à me connecter à ton ordinateur, ou toi j'ai récupéré à travers un mail de phishing des accès, je me connecte à une boîte mail, mais souvent avant de déclencher leur cyberattaque, donc avant de porter le coup, ils restent cachés dans le système pendant plusieurs semaines. Ils essayent de ce qu'on appelle rebondir dans le système, c'est-à-dire avoir accès à la boîte mail ou au droit du boss qui a tous les accès et qui peut tout faire pour pouvoir ensuite faire le plus mal possible et gagner le plus d'argent possible. Eux, leur but, il est purement économique la plupart du temps, en tout cas pour les PME. Et donc, oui, l'IA aide, mais pour le moment, quand on voit, nous, on en observe, on en gère, je pense, 3-4 par jour aujourd'hui des cyberattaques. C'est quand même sur vos 10 000 clients, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça, on a à peu près une fréquence de 10% de notifications. Donc de 10% tous les ans, sur 10 000, tu as 1000 assurés qui nous appellent en nous disant j'ai un truc bizarre. Sur les 1000, ou sur les 10%, t'en as 60% où c'est rien. Où c'est maintenant vous 400, vous en faites pas. Mais il me reste 400. Une par jour quasiment, un peu plus. Ouais, plus d'une par jour sérieuse. Où tu te dis, ok, là, il faut qu'on intervienne. Et les vrais qui font mal, c'est des groupes organisés en Europe de l'Est, souvent, la plupart du temps, pas toujours, mais avec du staff qui est vraiment formé à faire des choses d'impact. La rançon, vous la payez de temps en temps? On est obligé? Alors, il y a eu tout un débat il y a quelques années. Je me souviens d'être... à l'époque, on ne couvrait pas la rançon pour des sujets... c'était vraiment tout début, notre premier produit. Moi, je dis, mais jamais on paiera la rançon, c'est absurde. On négocie pas avec les terroristes. France 2 fait un reportage là-dessus. J'ai ma tête sur France 2 le soir à 20h. Et le lendemain, il y a mon associé qui vient me voir, qui me dit, non mais Jules, c'est pas possible de pas payer la rançon, de pas couvrir la rançon, on va être obligé de le faire. Et donc 2 semaines après, on a rétro-pédalé. Mais c'est pas grave, tu as été sur France 2, tu as gagné des clients. J'ai fait de la com. Mais le fond en fait, donc un assureur, ou nous, fondamentalement, notre mission, ce qu'on veut, c'est la sécurité informatique de notre tissu économique européen. Okay, quand une entreprise se prend une cyberattaque, nous appelle, et un ransomware, donc il y a une demande de rançon, nous appelle pour qu'on gère. Notre but, c'est évidemment pas d'enrichir les attaquants qui vont aller réattaquer ensuite. Notre but, c'est de faire repartir l'entreprise le plus vite possible à partir de ses sauvegardes. Tu vois, souvent, les données sont chiffrées à la sauvegarde pour qu'elles puissent recommencer à travailler encore, sans avoir à payer la rançon. Mais dans les cas où les sauvegardes sont aussi chiffrées, tu n'arrives pas à les déchiffrer. Parfois, on arrive à les déchiffrer, ou on travaille avec des partenaires qui peuvent les déchiffrer. T'arrives pas à les déchiffrer. Et tu te dis, en fait, juste, soit la boîte meurt, soit on paye, et tu réfléchis à payer. Mais dans ce cas-là, et c'est là que tu rentres dans un jeu qui est intéressant,
la demande de rançon, elle tombe. Et souvent, on dit, bon, bah, vous nous devez, si vous voulez récupérer la donnée, vous avez 48 heures pour payer 500 000 €. Nos équipes prennent la main sur la négociation, les équipes dont je parlais tout à l'heure. Et le but, c'est évidemment de ne pas dire que tu es l'assureur, parce que sinon, ils te feraient payer plus cher, et de gagner du temps pour voir ce que tu es capable de faire avec la donnée. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se fait passer un peu pour des cons en disant il faut se créer un wallet crypto. Une fois, on leur a dit désolé, j'ai envoyé le mauvais passeport qui était périmé, du coup, j'arrive pas à me créer mon compte Coinbase, je dois perdre une semaine, quoi. Le mec en face est fou, l'attaquant, il interagit tous les jours avec lui, mais toi, pendant ce temps-là, tu gagnes du temps, tu essayes de faire repartir le système informatique de l'entreprise et tu te dis, est-ce que je peux ne pas payer la rançon Et quand à la fin, tu te dis, je suis obligé de payer, évidemment, tu as négocié entre-temps, l'attaquant est baissé de 500 000 à 50 000 €, et ça a dû nous arriver une petite dizaine de fois peut-être, mais de dire je dois payer pour le faire repartir. Et intéressant de voir la négo. J'adore jouer au con dans ces moments-là, t'as pas le choix de toute façon. Mais ouais. Et cet attaquant-là nous avait insulté en disant you are missing business ethics. Donc tu te rends compte, le gars est en train de rançonner ton entreprise. J'adore. Et il nous dit les gars, vous déconnez, vous savez pas faire des affaires, vous êtes en train de me la mettre à l'envers, ce qu'on était objectivement en train de faire, mais bon, on n'avait pas trop de scrupules parce que c'était un terroriste, quoi. C'est hilarant. Et les rançons, qu'est-ce que je voulais dire la difficulté, je trouve, là-dessus, c'est de dire que quand tu la payes, ça t'arrivera pas derrière de nouveau, quoi. Ça va être le plus gros cauchemar pour vous. Tu veux dire, alors pour un client en tant que tel, quand c'est nous qui intervenons, si on paye la rançon, on sait très bien ensuite vérifier si l'attaquant il a laissé des portes d'entrée cachées et qu'il va pouvoir rentrer. Non, il n'y a pas de stress. Souvent, un client qui se fait attaquer, d'ailleurs, qui est assuré chez nous, on sait qu'il va pas se faire réattaquer parce qu'on va lui dire ce qu'il faut faire pour pas se faire réattaquer. C'est fou. Et par rapport à d'autres business d'assurance, on appelle quoi, un taux d'incidence, non, c'est pas ça Oui, un loss ratio. Ouais. Donc tu dis 10% sur une année, c'est énorme, non? En volume de notification, donc c'est de vrais sinistres, on va dire 4% de fréquence. C'est normal. En fait, ça dépend de la sévérité. Et on est sur un risque. Alors là, c'est un peu la technique d'assurance, mais c'est la première leçon que j'ai apprise en rentrant dans l'assurance. On m'a dit il y a des risques de fréquence, genre les dégâts des eaux dans des maisons. Tu vois, tu sais à peu près quelle fréquence tu vas avoir de dégâts des eaux, tu sais combien ça va coûter, ça va être toujours à peu près la même chose. Et tu as des risques de sévérité, c'est-à-dire tu n'as pas de fréquence si forte de gros événements, mais en revanche, quand ça tape, ça fait mal. Et ça peut coûter, tu vois, quand tu as un accident de voiture et que tu as quelqu'un qui meurt, là, ça coûte très cher à l'assureur. Quand nous, tu as une boîte qui est immobilisée, qui ne peut pas repartir, que tu as beau payer la rançon, les données fuites, etc., ça peut nous coûter jusqu'à 10 millions d'euros. Enfin, ça peut coûter à l'assureur jusqu'à 10 millions d'euros. Donc, notre enjeu, c'est pas tant... Évidemment que c'est bien de réduire la fréquence, mais l'enjeu, c'est surtout de maîtriser la sévérité. Et alors toi, ton modèle là-dessus, c'est que tu vends donc à 10 000 personnes. Ton chiffre d'affaires, tu peux le donner ou... Ouais, on fait le prix moyen de l'assurance, c'est 5 000 €, en gros sur tous les segments. Donc ça fait 50 millions d'euros de primes d'assurance. 50 millions de primes, et toi tu gagnes combien sur la prime? Alors sur la prime, en gros, je gagne 20% en net. Donc ça 10 millions. Ça fait 10 millions récurrents. Et donc ça, c'est mon premier modèle. Et mon deuxième modèle complémentaire, c'est une fois que les assurés sont assurés chez moi, d'aller les voir et de dire bon, écoute, maintenant, ton risque, c'est mon risque. Ton intérêt, c'est mon intérêt. Et du coup, je vais te mettre à disposition des outils dont je sais pertinemment qui vont t'aider à subir les attaques que je devrais gérer sinon. Et donc de recommander ou de créer des outils de cybersécurité que tu recommandes et que tu vends à tes assurés. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 1 an et demi, et où juste le message, quand tu es le client, tu dis bah ouais, t'es mon assureur, tu me veux du bien. Et c'est vrai qu'on leur veut Oui, bien. après, je pourrais aussi te dire, hey, Jules, t'es sympa. Mais en fait, tu sais quoi, tu m'assures. Donc démerde-toi, soit tu me l'offres, soit machin. T'as vraiment envie que ça t'arrive? Non, mais bon, attends. T'as une assurance. Toi non plus, t'as pas envie, on est sur le même bateau, t'as pas envie que ça m'arrive. Ouais, mais justement. C'est cadeau. Non, mais après, la question implicite dans ce que je te dis, c'est par rapport à ton deal avec Swiss Re, où tu vois le méta-assureur derrière, est-ce que si t'as plus ou moins d'attaques, plus ou moins de primes, non pas de primes, de sinistres, de sinistres, je gagne plus d'argent. Tu gagnes plus d'argent. Ouais. Donc, mon 20%, il peut passer à 25 ou à 30. Oui, si, donc, si à la fin de l'année, je réduis réduis le risque. Je te risque. dirais, offre-moi tes logiciels. Du coup, je suis capable de le faire avec un prix compétitif. Je leur dis, si tu prends ça, ta prime d'assurance, elle baisse de 20%. Parce qu'en fait, je sais que ton risque est meilleur. Ou tu sais quoi, si tu fais ça, tu n'as même pas besoin d'avoir de sauvegarde. Oui. Je sais que tu es mieux protégé. Et c'est ça l'avantage d'avoir les deux. Intéressant. Donc un jour, tu pourrais te retrouver à racheter du Dashlane ou des gens comme ça si ça fonctionne bien. Ça coûte cher une boîte comme Dashlane, tu crois? Pardon.
L'un des fondateurs et un de mes investisseurs, Comment il Emmanuel s'appelle? Chalit. Ah oui, je l'ai reçu sur Génération It Yourself il y a longtemps. Il est Très génial, sympa. Emmanuel. Est-ce que ça coûte... Quelle est la valorisation de Dashlane? C'est gros quand même maintenant. Je pense que c'est vraiment une belle réussite et ils ont fait plus que juste le gestionnaire de mots de passe. Je sais pas te dire exactement, mais c'est un très beau succès. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup le logiciel, je les trouve juste très mauvais en com. Mais bon, je veux dire, les gens, il y a trop de gens qui n'utilisent pas de gestionnaire de mots de passe. Alors, ils utilisent peut-être les trucs de plus en plus natifs par Google ou Apple, etc. Je suis pas sûr que ce soit aussi bien. Et puis, tu peux pas le transiter d'un truc à l'autre. Enfin, moi, je suis toujours sidéré par les gens qui disent. C'est quoi un gestionnaire de mots de passe, ouais. Y compris des entrepreneurs, mais bon. Ok, très clair. Donc, modèle qui fonctionne, 10 millions. Donc 10 millions, c'est pas le chiffre d'affaires exact parce que tu rajoutes un peu ses ventes. En récurrent, là, donc la partie cybersécurité, c'est quelque chose qu'on fait depuis 1 an et demi. En gros, là, on finit l'année à 13. On était à 4 l'année dernière, donc tu vois, ça fait plus de x3 sur l'année. 13 millions de revenus récurrents. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que alors, c'est de la distribution intermédiaire, donc c'est le courtier qui vend à notre client, donc mes forces commerciales sont assez limitées en taille. Il prend combien le courtier? 20 points. Donc sur tes 13 millions? Sur mes 50. Sur tes 50. Non, moi, ce que j'ai, c'est mon net. Okay. Sur les 50, il prend 20 et moi, il me reste 20 aussi. Okay. Donc lui, il est rémunéré. Il prend aussi sur mes outils de cybersécurité que je vends à ses clients, je le paye. Donc c'est intermédiaire, ce qui me permet d'avoir des forces commerciales faibles. Et surtout, l'assurance et la PME. Et avec ce service, c'est extrêmement sticky. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entreprise qui arrête, quoi. Les seules entreprises qui arrêtent, c'est les petites entreprises qui déposent le bilan. Mais on a plus de 96% de rétention, tu vois, sur les dizaines de milliers de clients, quoi. Pour être courtier, il faut avoir un diplôme, quelque chose de spécifique ou... faut avoir un agrément ORIAS en France. Alors, c'est pas la même chose dans tous les pays. À chaque fois, dès qu'on se lance dans un nouveau pays, on a la complication de s'adapter à la loi locale. Mais grosso modo, c'est pas très compliqué d'avoir son agrément de courtier. Mais c'est un métier, tu vois. Et c'est vraiment pas un métier qui s'improvise parce que savoir parler le jargon de l'assurance, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que de parler le jargon de la cybersécurité. Moi, je pensais que je deviendrais vite un poisson dans l'eau dans l'assurance, et en revanche, la cyber, je galérerais des années à récupérer le niveau. Et en fait, assez vite, cyber, tu comprends les événements quand tu n'es pas technique comme moi. L'assurance, il te faut des années pour être capable de vraiment comprendre comment ça marche. Parce que moi, je me dis, je fais un aspirateur en SEO, je te fais un formulaire et puis tu dois pouvoir, mais en fait en l'occurrence c'est plus compliqué que ça, même si tu vas pouvoir y arriver un peu, mais et puis l'assurance cyber, c'est pas un produit qui s'achète, c'est un produit qui se vend. C'est-à-dire que t'as quand même, toi, regarde ton premier réflexe, ouais mais je suis déjà couvert avec mes trucs, tu vois. C'est assez rare que tu dises tiens je vais me couvrir d'une assurance. En revanche, s'il y a un mec qui est en face de toi, un minimum formé, et qui te dit Mathieu, t'as besoin d'une assurance cyber, je vais t'expliquer pourquoi. S'il n'est pas mauvais, c'est impossible de pas acheter. C'est juste une évidence qu'il faut acheter ton assurance cyber, mais tu as besoin de quelqu'un qui t'explique, qui répond à tes questions, qui répond à tes premières objections. Ce qui est ouf, c'est la croissance que vous avez eue, parce que là, tu me parles de ça en 4 ans, quoi. Enfin, c'est dingue. Allemagne, je crois que vous avez explosé en Allemagne hyper fort, très rapidement. Tu me dis Autriche, Espagne, Luxembourg, Belgique, France, donc au début. Honnêtement, c'est vraiment... Et tout ça avec en plus un truc où moi, avant de lire ça, je me dis... ce qui est difficile, c'est d'être un peu top of mind. Moi, un de mes rôles, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Thomas t'a sauté dessus chez Orso tout à l'heure, c'est quand même de promouvoir tu vois, avec Génération It Yourself, etc., des entreprises comme la tienne. Mais je me dis, en fait, je pense que les 3/4 ou 90% du marché sont même pas au courant que ça... Enfin, vraiment très sensibilisés à tout ça, tu vois. C'est pas si simple, quoi. Si. Ouais, et j'ai pas vocation à être top of mind parce que mon marketing, il doit être top of mind pour mes courtiers. Alors évidemment, je préfère si les entreprises ont entendu parler de moi par ailleurs. C'est rassurant aussi. Ouais. C'est rassurant, mais la personne que je cible, qui doit me vendre, c'est le courtier. Mais regarde AXA versus... t'as peut-être pas trop de concurrents, moins de concurrents qu'AXA directement, mais eux, ils essaient tous, CNP, c'était quand même des gros annonceurs. Oui, mais ils font aussi des assurances individuelles. C'est des gens qui achètent leur assurance habitation, alors que moi, je vends qu'à des entreprises. Comment vous avez réussi, alors, déjà à grossir aussi fort en France, c'est le réseau, mais aussi en Allemagne et dans tous ces pays aussi vite? Déjà, je trouve que c'est pas aussi vite, enfin je suis exigeant, mais je veux dire, l'assurance, ça met du temps avant, comme tu dois créer ton réseau. Quand tu te lances dans un pays, par exemple, pendant 6 mois, il se passe rien. On n'est pas comme un SaaS qui est genre international day one, tu vois, où il suffit d'être en anglais. Tout ce qu'on fait, c'est super local, ça demande de créer ton réseau local, donc
ce qui est beau, c'est que ça dure. Une fois que tu as des clients, là, j'ai l'impression dans chaque pays, tu arrives, tu as une boule de neige. Au début, tu as un tout petit peu de neige et tu pousses, tu crées une boule. Et à mesure que ça se met à rouler, ça devient quelque chose de gros. Notre force ou chance, donc le premier marché dans lequel on s'est lancé, c'est l'Allemagne. Je me souviens. Avant la France. Après la France, okay. Deuxième marché, t'as raison. Je me souviens d'un board début 2023. Donc on fait notre première année 2022 en France, qui est pas mal. Et j'ai un board avec mes investisseurs américains, Andreessen Horowitz, où je leur dis, cette année, je pense que je me lancerai bien dans un pays. Je pense à la Belgique ou à l'Espagne. Ils me disent, Belgique, Espagne... je connais, je crois, j'ai déjà entendu parler. Exactement. Mais Jules, si tu veux être le champion européen de ton truc, c'est ce que je raconte, faut gagner en Allemagne. Si t'as pas gagné en Allemagne, tu seras jamais le champion. Et donc je suis sorti du board, c'était fin janvier. Je dis je me lance en Allemagne. Et la chance que j'ai eue, pour le moment à chaque fois dans chaque pays, c'est de trouver la personne qui lance le marché. Évidemment, on a un produit, une tech qui s'est bien développée, mais le country manager que je lance sur place en disant tu vas créer ton réseau, tu vas recruter tes équipes, etc. C'est crucial. En Allemagne, c'est une fille qui s'appelle Franziska, qui était en plus basée à Paris, allemande, qui voyage souvent entre les deux, qui vient du monde de l'assurance. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le monde de l'assurance, mais qui voit ce que c'est que de bosser dans une boîte tech. Et qui a fait des merveilles. Aujourd'hui, on a 30 personnes sur le territoire allemand-autrichien et ça va devenir plus gros que la France assez vite. Mais par exemple, quand Franziska, elle débarque en Allemagne, elle fait quoi ? C'est quoi son day one et ses 3 premiers mois ? Alors d'abord, on crée le produit d'assurance à l'allemande, donc on adapte, elle nous regarde, on dit là, la manière dont vous fonctionnez en France avec les courtiers français, oubliez, un courtier allemand, ça bosse pas pareil qu'un courtier français. Donc, en fait, elle te dit ça, c'est 5% de détails qui font la différence. Mais le contrat change, ou le contrat avec le courtier, ou même le contrat d'assurance ? Tout, même la manière dont le courtier interagit avec la machine pour générer des devis. Tu vois, un courtier français, il envoie un devis pour signature. Un courtier allemand, il a la délégation de son client pour signer, donc c'est le courtier qui valide le contrat lui-même. C'est con, mais si tu le sais pas, quand tu te pointes avec à la française en disant j'ai bien réussi en France, je vais répliquer en Allemagne, tu te plantes, quoi. Et ensuite, elle recrute des gens qui connaissent l'assurance, qui connaissent les courtiers, elle va voir des courtiers, elle leur montre ce qu'on fait, et petit à petit, la boule de neige commence à rouler. Et donc, fort des conseils de nos amis, quand même, au passage, tu nous as glissé un petit Andreessen Horowitz, c'est pas mal. Tu t'es dit, je vais faire des gros pays et t'es allé au Luxembourg. Exactement. Non, mais en fait, le Luxembourg, j'ai rien. Enfin, tu vois, j'ai quelques dizaines de polices, mais chaque pays, c'est une barrière à l'entrée forte parce qu'il faut t'adapter à la juridiction, faut faire un produit qui marche localement. Parce que j'ai des courtiers dans l'Est de la France qui veulent couvrir le Luxembourg. Le coût est assez limité, mais une fois que tu y es, t'es le premier à y être. Tu prends une place qui est indétrônable et ça reste comme du bon business, tu vois, que tu as envie de faire. J'ai pas passé beaucoup de temps. Notamment dans la finance et tout, tu dois avoir des trucs pas mal, des bons clients avec en effet, à couvrir dans les fonds, tu vois, sur un OVNI, un 60 millions. Bon, tout le monde n'a pas souscrit des 60 millions tout de suite, mais en effet, si tu as quelques dizaines de millions sur ton compte, il faut quand même un petit peu faire gaffe, quoi. Ok. Et alors, donc Espagne, Belgique, et donc là, vous allez quoi, lancer payer un par un, quoi, 2, 3 par an ? Ouais, alors, j'ai 2 canaux de croissance. Un, ouvrir des pays, parce que dans chaque pays dans lequel je vais, j'ai des nouveaux courtiers qui m'amènent des nouveaux clients. Donc là, en Belgique, on a fait notre premier M&A, on a racheté une boîte qui faisait comme nous, qu'on a intégrée. Donc il y avait 150 courtiers flamands qui vendaient de l'assurance cyber avec eux. Donc maintenant, qui vendent mon assurance cyber sur le marché belge. Et pourquoi tu t'es pas lancé là-bas ? C'était plus simple de les racheter ? Ils faisaient exactement comme nous, ils avaient une empreinte, enfin ils avaient commencé ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur le marché, mais ils n'avaient pas de tech ni rien. Ils avaient créé de la confiance, quoi, avec des courtiers. Donc moi, je me suis retrouvé là, il y a 10 jours sur un webinar avec 200 courtiers flamands qui posaient leurs questions dans le chat à mon directeur flamand qui était à côté de moi. Je comprenais rien, mais c'est marrant, on te dit, tu as une communauté qui te fait confiance et qui va vendre tes produits ensuite. Trop bien. Donc ouvrir des pays, je pense que le prochain, ce sera la Hollande, parce que maintenant qu'on parle flamand, c'est plus facile d'aller en Hollande. Et ensuite, surtout, ce sur quoi bossent les équipes tech et cyber, c'est continuer de proposer des nouveaux produits de cybersécurité à nos assurés pour aller plus loin. Tu vois. On peut leur dire, depuis 1 an et demi, on leur dit on peut protéger vos postes de travail, ton ordinateur, on peut les surveiller, regarder tout ce qui se passe pour t'alerter s'il y a un problème. Aujourd'hui même, où on tourne, on lance un deuxième produit qui est surveiller les boîtes mail. On va regarder tous tes mails qui passent et on va te flaguer et te bloquer les mails qui semblent suspicieux pour que tu n'aies pas de fraude. Et en fait,
tu commences à mettre tu te lances dans une roadmap qui est infinie, parce que ce que doivent sécuriser les PME, si tu veux faire complètement le tour du risque, c'est très large, quoi. Et donc, nos deux développements, c'est faire de plus en plus de pays pour avoir de plus en plus de clients et lancer de plus en plus de produits pour que chacun de ces clients ait non pas juste l'assurance, mais l'assurance et tout ce dont ils ont fondamentalement besoin pour être protégés. Quand je t'écoute là comme ça, je me dis, bon, c'est plié en fait ton game. Je veux dire, oui, t'as un truc de croissance, mais maintenant il y a juste à lancer des nouvelles petites boules de neige et les faire grossir, quoi. T'as des gros risques, t'as des angoisses? Je dors bien en ce moment. J'ai 2 petites filles qui ont 4 et 2 ans, donc j'ai pas bien dormi, mais surtout à cause de ça. Ces dernières années, mais, ouais, mais ces dernières années. Non, vraiment ta boîte et tes deux filles font leur nuit, quoi, c'est ça? Exactement. Alors, et justement, l'angoisse, si tu veux, de l'entrepreneur, c'est comment faire pour que ma boîte ne fasse pas sa nuit, tu vois, et reste éveillé tout le temps avec des nouveaux projets, avec de la... Tu vois, même une fois que tu as lancé le premier pays que tu lances, l'Allemagne, c'est génial dans la boîte. Tout le monde est extrêmement excité. J'ai que des Français qui se mettent tout d'un coup, tout doit être en anglais. On lance un nouveau pays, tu vois que ça marche, c'est super. Tu lances le deuxième, bon, c'est sympa. Le sixième, c'est dur d'avoir de l'excitation derrière, tu vois. Tu lances un premier produit de cybersécurité, ça se met à marcher, c'est génial. La boîte est dans l'effervescence. Deuxième, allez, c'est sympa. Et puis bon, quand tu auras déroulé la roadmap, c'est... Et donc, moi, mon jeu, mon rôle, je pense, en tant que dirigeant, c'est de me dire comment je passe des leviers d'accélérateur en continu. Comment je fais pour qu'on ronronne pas, quoi. Et le UK, les US, c'est plié, c'est ailleurs, c'est en dehors de l'Europe. Ouais, en fait, il y a déjà... J'ai lancé Stoic aussi, comme beaucoup de boîtes, avec des inspirations américaines. Ouais. Y a quelques grosses boîtes aux États-Unis qui ont un modèle similaire au nôtre, qui se sont lancées sur tous les marchés anglo-saxons. Et donc, il y a une concurrence qui est forte avec des acteurs qui ont un ADN assez proche du nôtre sur ces pays anglo-saxons, qui n'existent pas en Europe continentale. Et je veux prendre la place en Europe continentale avant que quelqu'un d'autre la prenne. Ton exit le plus probable, tu crois que c'est plutôt un gros acteur américain ou un gros acteur de l'assurance français ou international? Ouais, moi j'y tiens à cette boîte. Non, on était à Strasbourg avec toute la boîte la semaine dernière. Je leur disais, je pense que je serai encore président de cette boîte dans 30 ans, quoi. C'est marrant, je me suis demandé si j'allais te poser cette question sous cet angle, où là, c'était un peu un piège en me disant, mais tu vois, c'est marrant ce que tu me réponds, parce que je m'y attendais un peu. C'est drôle. Non, mais en fait, l'exit, tu y penses quand tu vois un plafond de verre, quand tu te dis, je vais pouvoir croître, mais à un moment, on va arrêter de s'amuser parce qu'on aura un truc qui ronronne, justement, donc ça vaut le coup de se faire acquérir. Tu vois, il y a un an, quand on vendait pas de services de cybersécurité, 1 an et demi, le plus probable, c'était qu'un assureur me rachète. Et mes assureurs derrière moi, j'en ai plusieurs, qui m'ont déjà dit, Jules, le jour où tu lèves la main, on te regarde. Mais quand tu commences à te dire, mais en fait, le risque que je traite, le risque cyber, il est infini. Enfin, il va faire que grossir. Il va faire que grossir. La cible que je traite, les PME, j'ai un avantage compétitif qui est fort pour aller les chercher. Et c'est une cible qui va rester vulnérable en continu. Et j'ai créé en 4 ans, c'est pas grand-chose encore, mais un début de truc dont je vois pas comment je réussis pas à continuer de le faire grossir longtemps, quoi. Donc ce sera peut-être pas moi aux manettes pendant 30 ans, mais en tout cas, je veux pas le quitter, ce business. Le risque, il est pas d'une forme de singularité, je veux dire, le jour où soit le quantique, soit l'IA, bam, dégoupille, si ça existe, parce qu'on met ça beaucoup en question, mais d'un coup, en fait, tu vaux plus rien parce qu'il y a plus de sécurité, il n'y a plus rien et c'est fini. Si, tu as raison. Enfin, c'est ce que les assureurs appellent le risque systémique, c'est-à-dire le système s'effondre, quoi. Et il y a déjà eu des petits exemples de systèmes qui s'effondrent. Tu vois, l'année dernière, il y a eu CrowdStrike, qui est un gros acteur de cybersécurité, qui a eu une panne. Et tout d'un coup, tu t'es rendu compte que toutes les grosses boîtes du monde dépendaient de CrowdStrike. Et donc, tu avais dans les aéroports, qui marchaient, etc. Et ça peut marcher avec aussi tu vois, beaucoup d'entreprises utilisent Google ou Microsoft pour leur boîte mail. Si l'un des deux se fait attaquer ou ont toutes leurs données chez AWS, alors évidemment, il y a plusieurs data centers, etc. Mais c'est des points de vulnérabilité systémiques qui sont énormes. Et c'est un risque qui existe, qui peut arriver, contre lequel on essaye de se protéger le mieux possible. Mais c'est ça le risque numéro 1, bien sûr. Après, bon, certains de ces risques...
c'est un peu comme si le monde implose ou brûle, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est tout le système, comme tu le dis, qui s'effondre. Enfin, systémique, c'est le système qui s'effondre. Alors après, t'es censé, toi, l'assurer plus ou moins, donc c'est toujours un peu Mais je pense que j'aurais d'autres problèmes ce jour-là que de penser à... Tu t'occuperas de tes 2 filles, probablement. Super intéressant. Vos défis du moment, donc c'est des nouvelles tech à proposer. Dans quels univers principalement? Là, tu as plusieurs produits en développement? Ouais, on a plusieurs produits en développement. Tu peux en parler? On a celui qu'on lance, qui est la sécurité des boîtes mail. Et ensuite, on a deux trucs qui sont assez intéressants. D'une part, les produits cyber qu'on crée. Tu vois, on se demande comment on peut automatiser des pen tests, des tests de pénétration dans les systèmes des entreprises. On a comment protéger les réseaux des entreprises. Donc ça, c'est des défis cyber. Et plus en interne, la vraie question sur laquelle on passe énormément de temps en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Comment tu fais à la fois en interne pour accroître tes forces, pour développer les agents qui te permettent d'aller plus vite, et pour ta sécurité, pour lutter contre les cyberattaques powered by AI, pour avoir une défense powered by AI, quoi. Et donc, comment tu t'adaptes à ce virage qui est en train d'arriver, parce que nécessairement, c'est ce qui va bouleverser la cybersécurité dans les années à venir. Comme beaucoup d'univers, en effet. Évidemment. J'en parlais récemment avec le fondateur de Welcome to the Jungle, Jérémy Cléda. Il me dit, tu vois LinkedIn qui t'annonce qu'ils vont lancer un produit 2026 sur le recrutement. Tu dis, ça va changer beaucoup de choses, le recrutement. C'est intéressant. Vous avez fait un partenariat avec Ter Stegen, c'est ça, qui est donc de mémoire l'entraîneur de... Le goal de l'équipe d'Allemagne. Et déjà, ça fonctionne. C'est pas mal le goal, en fait. Évidemment. La métaphore avec la cybersécurité était pas mal. J'ai cherché pas mal pour avoir Quand je voulais me lancer en Allemagne, je me suis dit, encore une fois, toujours ce truc de créer de la confiance quand tu arrives sur un marché. Comment tu fais pour ne pas être estampillé comme la petite boîte française qui se pointe en Allemagne et qui attire pas la sympathie? Et donc, comment tu trouves un sponsor qui va plaire aux courtiers en assurance locaux, quoi? Et comment ça fonctionne au-delà de tu peux le faire venir à un événement et du coup les gens viennent peut-être, mais lui il est hyper loqué sur, enfin tu vois, il est toujours brandé, il a probablement du Nike ou des équipementiers, le deal c'est tu passes avec son manager et tu te mets d'accord sur une liste de choses qu'il te doit sur un an. Et en échange, moi, j'ai pas payé de cash, j'ai donné des BSPCE, ou des BSA, parce que c'est un mec très smart en l'occurrence. Alors, on n'a pas eu tellement de chance parce qu'il s'est blessé depuis, donc il performe moins. Il est un peu sur le banc du Barça en ce moment. Mais on se met d'accord sur des choses. Donc, on avait tourné une vidéo avec ma directrice allemande et lui sur un terrain en août, tu vois, où il dit le risque cyber, nanana. C'est super sympa, tu vois, de tourner ça avec lui. T'organises des dîners avec des courtiers allemands et espagnols parce qu'il est à Barcelone. Et lui, eux, ils sont tout contents de voir un joueur de foot, tu vois. Et il fait des webinaires. Sympa, il joue le jeu. Ouais, archi sympa. Parce qu'il y en a qui sont un peu trop... Il y en a qui sont smart, mais il y en a qui sont... Tu sais, c'est vraiment by the book. Sur les footballeurs, il y en a vraiment, ils te laissent 2 minutes, pas une de plus. C'est toujours tac, 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 hyper serré, ça va là. J'aurais jamais fait un footballeur en France. Je pense que le foot a moins bonne presse en France que dans d'autres pays. C'est vrai. J'aurais plutôt fait un rugbyman, je pense, si je devais faire en France un partenariat. Intéressant. Tout le monde rêve d'Antoine Dupont, tu vois. Mais ça, c'est ce qui rallie plus les gens que le foot. Si tu mets Mbappé sur ta marque, t'as vite fait d'avoir l'air du petit con. Non, après t'en as d'autres, t'en as plein d'autres. Des footballeurs, oui. Ouais, Ousmane, c'est bien. Je suis supporter du PSG. Tu parles à un Marseillais. Ah, voilà, ouais, tu vas pas coller un Marseillais, c'est vrai qu'il faut y mettre une dynamique de la gagne quand même. Bon, on vient de se faire battre il y a quelques jours. Extra. Donc, trajectoire, 10 000 assurés. Juste pour me donner une idée de la croissance. Donc, tu fais quoi? Première année, combien juste pour... 2022, des pâquerettes, je sais pas, quelques centaines de milliers d'euros. 2023, 1,2 million de chiffre d'affaires. 2024, 4. 2025, entre 12 et 13. 2026, je pense qu'on va encore au moins doubler, faire un peu plus de 25. Incroyable. Et la question, c'est est-ce qu'on arrive encore à doubler en 27, à faire 50 ou un peu en dessous? Avec une rentabilité? 27, normalement, c'est la première année de rentabilité. Mon marché français est rentable. Mon marché allemand est rentable l'an prochain. Je sais qu'il me faut 3 ans pour rentabiliser un marché, tu vois. J'ai pas des forces commerciales énormes, mais juste au début, comme je te dis, tu pars de zéro et tu as besoin de gens. Et c'est pas des stagiaires. Non, pardon, ouais. Excuse-moi. J'aurais pu voir ça venir plus vite parce que en me disant que la boule est tellement grosse en France et peut-être ensuite en Allemagne,
Ouais, mais les fonctions support derrière, tu vois, les équipes de cybersécurité, les équipes tech qui créent toute la technologie pour pouvoir pour que les courtiers puissent souscrire, pour que les clients soient protégés en continu, pour qu'on puisse gérer les sinistres en volume. Il y a quand même quelque chose d'assez lourd et qu'on continue de grossir. Mais ce qui est beau, c'est que tu sens que, enfin, tu vois un modèle qui est vraiment rentable par essence, quoi. Trop bien. Bon, moi, je fais ça souvent, mais du coup, tu peux pas faire ça avec tes courtiers si on vient de ma part et qu'on te demande, qu'on me dit, tiens, je viens de la part d'OVNI et qu'on demande, est-ce que tu peux faire un code promo ou un truc comme ça, ou c'est impossible? Le courtier, il va grimacer parce que lui, il perd de l'argent. Oui, mais si ça aide, si vous le renvoyez vers le courtier, c'est des gens qui viendront de manière proactive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le courtier qui dit... envoie le podcast à son client, s'il lui envoie de la sensibilisation sur Stoic, tu vois, qui envoie ça, on peut abandonner une partie de notre com et dire un petit effort. Un effort, Mathieu Stéphanie. Très bien. Écoute, ça c'est cool. Non, c'est vrai que c'est assez incroyable ces business. Je disais tout à l'heure sur Génération Do It Yourself, j'enregistrais avec le fondateur d'Acadomia. Acadomia, c'est quelque chose, mais Shiva, son autre boîte qui fait du ménage. Alors c'est drôle parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Je lui dis, tu sais ce que c'est une CLTV? Il me dit non. Je dis une Customer Lifetime Value. Il me dit bah oui, alors ça je sais ce que c'est, tu vois, mais toi tu as des CLTV, enfin tu la connais même pas d'ailleurs encore, mais c'est un truc de malade en fait. Bah, quand tu as 96% de rétention, ta Lifetime Value c'est 20 ans, quoi. Donc, tu calcules même pas ça parce que c'est grotesque de mettre ça sur une slide, quoi. Et ton objectif, ça va être un moment de monter dans le marché pour aller sur des grandes entreprises plus grosses ou de descendre pour aller vers des plus petites? Ouais, c'est un débat, c'est marrant. Les fonds ils te disent tout le temps move up market. Et je résiste en disant, je crois que aller sur le haut de marché, c'est perdre notre ADN. Notre ADN, c'est de faire du volume. Pas de faire quelques gros projets chers avec des gros clients. Je suis pas sûr que je sois meilleur qu'AXA. Je suis pas sûr que je sois meilleur que les gros assureurs quand il s'agit d'assurer Air France ou Total. Parce qu'eux, ils savent le faire sur la cyber, sur des gros contrats comme ça. Tous les assureurs font de la cyber. Mais quand tu es Total, ce que tu veux, c'est beaucoup de couverture pour pas cher. Ma technologie, en plus, elle apporte pas beaucoup de valeur ajoutée. Okay. Et donc, j'essaie de toujours me concentrer sur où est-ce que je pense que je vais gagner. Qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment un truc différenciant qui fait que je comprends pas pourquoi tu t'achètes quelque chose d'autre que moi. Donc, je leur dis, non, je ne veux pas bouger up market. Ça générait de l'argent, mais je pense plus de défocus que de rentabilité. T'as monté cette boîte, tu m'as dit, t'as 2 filles de 2 et 4? Ouais, oui. D'accord. J'ai cumulé un petit peu. Intéressant. Et ta femme entrepreneur peut-être? Oui. Ah, je savais pas, mais très bien, évidemment. J'aurais pu le dire. Et en plus, tu fais pas mal de Ironman courses. Ouais, t'en as fait dans ces 4 dernières années ou pas? Non. Okay. Merci. J'avais commencé le sport, je sais que t'en fais pas mal aussi, mais de la course, ensuite tu fais un premier triathlon, premier marathon, puis je pourrais faire un Ironman. Donc ça c'était 2015, 2016, 2017. Okay. 2017, je m'inscris à un Ironman avec mon frère, on fait l'Ironman. Et je sens que le lendemain, t'es un peu fatigué. Le lendemain soir, tu te dis, ok, c'est quoi le prochain? T'as toujours moi, je suis un peu porté par ça, un peu comme je te disais sur l'entreprise, tu vois. Comment tu ronronnes pas et comment t'accélères sur la prochaine vitesse? Donc, je me suis posé cette question. Je venais de me fiancer avec ma femme. Et je me dis, est-ce que je veux vraiment rentrer dans ce délire où tu rentres dans les ultra-trails, et qui est un truc qui je vais y revenir, parce que j'ai ça en moi, tu vois. Mais donc j'ai décidé d'arrêter. Je cours encore, je fais le marathon là de Paris dans quelques mois, mais j'ai arrêté de le faire à haute intensité, on va dire. Je pense que c'est plutôt ça. Tu vois, on parlait de Tristan, que tu connais aussi, un de mes potes, qui avait toujours une tendance très compétiteur à vouloir toujours faire mieux, plus, etc. Et moi, j'ai vraiment une tendance. Je me dis, attends. Moi, mon business, c'est les podcasts, c'est certains business, c'est OVNI, c'est tout ça. Donc là-dessus, je veux être fort et très fort. Mais un marathon, je veux le finir, en fait. Tu vois, idéalement, si j'arrive à faire mieux que celui d'avant, c'est cool, mais je vais pas me dire, putain, est-ce que je vais faire mieux que Jules Verra, quoi, tu vois. Mais j'ai un peu de mal, moi, à me lancer dans des trucs sans vouloir une perf. Après, ta perf, en valeur absolue, elle est nulle, tu vois. Que tu fasses 3,10 ou 3,20, c'est... C'est ça. Moi, je suis bien loin de 3,10 et 3,20, mais je le vis très bien, en effet. Mais je vois aussi souvent les entrepreneurs qui m'entourent, les gens de La Roche-Brochard ou un certain nombre qui se mettent tellement mal. Mais bon, écoute, très bien. Donc là, tu cours encore un peu. Beaucoup, ouais. Cool, Jules Verra, on te suit donc sur LinkedIn.
par LinkedIn, exemple. c'est mon... Je vais arrêter ce podcast. Jules est suis en train de pleurer et de s'étouffer. Donc, avant qu'il meure sous mes yeux, oui, j'espère que tu as une bonne assurance. Stoic.com. Ah, tiens, si, j'avais cette question. Combien t'a coûté le nom de domaine Stoic ? On l'avait pas au début. Au début, je voulais acheter. On a eu stoic.io. Mon adresse mail, c'est encore io. Et je me souviens de mon associé qui me dit, le CTO, qui dit je vais négocier stoic.io. Donc, .com. Non, .io, déjà, Okay. on l'avait pas. On voit qu'il est à 10 000 € et il dit je vais faire une offre à 5 000. Et sauf qu'entre-temps, on pouvait pas lancer notre boîte, on pouvait pas lancer notre site tant qu'on n'avait pas le nom de domaine. Donc, tous les 2 jours, je lui disais bon, Nico, t'en es où là du nom de domaine ? Il me dit il m'a pas répondu le gars, donc je refais une offre, 7 000. Il me répond pas. Il a joué au con 3 jours après, je refais une offre 8 500. Il me répond pas. 0 réponse. Je dis, Nico, il me faut un nom de domaine. Il a fait une offre, 10 000. Il lui répond, le mec, ok, deal. Et donc, on l'a payé 10 000, stoic.io et stoic.com, quasi rien. 20 000, enfin, pas beaucoup plus, quoi, 20 000. Okay. C'est mieux de l'avoir quand même, mais c'est pas des prix délirants par rapport à certains noms de domaines qui se vendent, quoi. Bon, moi, j'ai fait l'inverse sur certains de mes. Je crois que celui que je cherchais à avoir, c'est mon nom de famille.com. Et en effet, j'ai demandé, j'ai le .fr, en fait, je m'en fous du .com, tu vois. Donc, j'ai demandé il y a quelques années. Et en effet, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme je demande plus, c'est lui qui m'écrit maintenant et ça baisse à chaque fois, mais ça baisse pas autant que je voudrais. Il faut avoir le temps. Si tu as le temps avec toi, t'as pas... ça. Et en fait, sur un autre que je diguais pour un de mes clients, alors là, celui-là m'intéresse plus du tout. Tous les ans, je lui réponds non, ça m'intéresse pas, donc ça m'intéresse pas. Et le prix baisse. C'est quasiment divisé par 2 tous les ans, mais bon... En vrai, vraiment, j'en veux pas. C'est très drôle. C'est vraiment la même chose que la rançon, quoi. Le temps est ton ami dans ce genre de truc. Merci, Jules Vérat, V-E-Y-R-A-T. On te suit un peu partout sur LinkedIn. Et puis, vous allez sur stoic.com ou voir votre courtier. Et puis, de ma part, et puis... il vous serait bien accueilli. De ta part surtout. Ouais. Allez, merci Mathieu. Salut. Ciao. Abonnez-vous à ce podcast OVNI. Vous voyez, on a quand même des invités extra sur une durée... plus condensé que mes podcasts habituels, donc voilà, c'est sympa. Et puis pour ceux qui me trouvent trop long, au moins je parle moins dans ce podcast, c'est déjà pas mal. Et puis on a plein d'invités extra comme ça. Et puis waouh, en effet, en l'occurrence, je suis impatient de voir la suite de ce que tu fais. Salut Jules.